Bonjour ou bonsoir à tous, selon votre fuseau horaire, et bienvenue à ce webinaire organisé par COPAX, Conscience congolaise pour la paix. Je m'appelle Edgar Ngawala et je suis le modérateur de ce webinaire. Pour ceux qui se joignent à nous pour la première fois, COPAX est un organisme qui regroupe un vaste réseau d'artisans de paix qui travaillent ensemble pour construire la paix par la justice afin de mettre fin à l'impunité en RDC. Si vous souhaitez vous engager et ainsi donc répondre à l'appel de notre personnalité de référence, j'ai cité le docteur Mukwege, vous pouvez aller sur notre site internet copax.org et vous cliquez sur adhésion. Alors, ça fait depuis un petit bout que nous faisons des webinaires sur la thématique des élections. Comme vous le savez tous, nous sommes appelés d'ici quelques mois à aller aux urnes. Et en tant que citoyens congolais, nous devons réfléchir sur ce que nous voulons pour la RDC de demain, en ce compris toutes les matières économiques, justice qui nous tient à cœur et tout autre sujet d'intérêt pour la RDC. C'est ainsi qu'on fait participer des experts ainsi que des activistes locaux sur le terrain afin de pouvoir nous éclairer sur les différents thèmes qui ont été choisis par COPAX. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème « Comment assurer la transition d'une économie de rente à une économie diversifiée et résiliente ». C'est un thème que nous avions commencé il y a quelques semaines et malheureusement, nous n'avons pas eu le temps de pouvoir faire le tour de la question. Donc aujourd'hui, nous avons réinvité le professeur Jean-Claude Massoana. Bonjour professeur. Bonjour Edgar. Bonjour. Donc, le professeur Jean-Claude Massoana est économiste et professeur à l'université Rutsumikan au Japon. Il va nous entretenir sur cette transition que nous appelons de tout notre cœur d'une économie de rente à une économie diversifiée. Alors, professeur, je vous laisse la parole de pouvoir nous éclairer sur le sujet. Prenons les temps qu'il faut pour pouvoir faire le tour de la situation. Allez-y, professeur. Merci beaucoup Edgar. Bonjour ou bonsoir à tous ceux et toutes celles qui nous suivent. Nous avions commencé la discussion sur ce sujet il y a à peine 3 semaines, si je ne me trompe pas. Et donc aujourd'hui, je vais juste rappeler un tout petit peu ou en quelques points ce que nous nous sommes dit la fois dernière avant de passer aux leçons qu'on peut tirer des expériences des pays qui ont réussi cette transition de la dépendance à l'économie de rente vers une économie solide et diversifiée. La fois dernière, on avait défini l'économie de rente, surtout en visant les non-économistes, comme une économie basée essentiellement sur un nombre limité de produits, lesquels sont essentiellement des produits provenant de la nature. En économie, tout comme dans la vie de tous les jours, nous avons en général 2 types de produits. Il y a des produits qui proviennent de la nature, que nous consommons comme tels, avec une légère transformation. Et il y a aussi des produits qui ne proviennent pas de la nature. Les produits qui proviennent de la nature, par exemple les mangues, les bananes, il y a des pays qui les exportent, mais les produits sont achetés par des consommateurs, par exemple en Occident, tels qu'elles ont été recueillis par le planteur ou les agriculteurs. Donc, c'est un fruit de la nature. Le cobalt, le cuivre à l'état brut, le pétrole, sont des produits qui sont créés par la nature, donc qui sont mis à la disposition d'un certain nombre de pays par la nature. Donc, ça fait partie de la nature, comme nous les humains.
Donc, nous ne décidons pas de les inventer, mais nous les prenons comme tels et nous les exportons. Il y a la deuxième catégorie de produits, ce sont des produits manufacturiers. Généralement, les produits manufacturiers, ils ont subi une transformation significative. Mais au départ, il y a toujours les matières premières. Mais la forme dont ils revêtent quand on les vend, quand nous les utilisons, n'a rien à voir avec la forme des matières premières. Quand on exporte des bananes, des mangues, les consommateurs achètent la banane comme les planteurs les ont vendus aux premiers intermédiaires. Mais quand vous exportez du cuivre et que les Coréens fabriquent un produit électrique, quand vous exportez du fer et que l'Américain fabrique une voiture à partir de ce métal-là, même les pays, les miniers qui ont travaillé là-dessus ne peuvent pas les reconnaître. Donc, c'est plus la même chose comme la banane, la mangue, qui reste, disons, à l'état naturel, à l'état où la nature nous l'a donné avant le processus du commerce. Mais quand vous exportez du cuivre, très souvent dans des produits que nous utilisons, dans des produits manufacturiers, nous ne savons peut-être même pas que ça c'est le cuivre, ça c'est manganèse, ça c'est tel produit, c'est complètement transformé grâce à l'intelligence de l'homme. Alors, la conséquence de ces deux types de produits lorsqu'un pays ou une entreprise se spécialise dans l'un ou l'autre de ces produits, la conséquence, les résultats est complètement différent. Dans le premier cas, lorsque les pays exportent un nombre limité de ces produits provenant de la nature, ce type d'économie, nous qualifions ça d'économie de rente. Donc, ça, c'est juste un aspect. Deuxième aspect, cette économie de rente, parce qu'il dépend de la nature, les revenus qu'on peut en tirer restent très, très limités. Pour la bonne et simple raison qu'on avait discuté la fois passée, depuis que moi, par exemple, je suis né en 1965, la mangue telle que je l'ai connue, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais identifié la différence. La mangue est la même. La banane a la même couleur, même odeur, et en tout cas, toutes les bananes, je peux voyager dans différents pays, les bananes que je peux avoir le matin ou dans les supermarchés sont les mêmes que les bananes que j'ai découvertes petit enfant. Et le manioc, le maïs, tous ces produits-là sont restés les mêmes. Mais vous et moi, imaginons ne fût-ce que les téléphones. D'abord, les téléphones portables n'existaient pas quand j'étais né. Les premiers téléphones portables que j'ai utilisés n'ont rien à voir avec ce que nous avons aujourd'hui en termes de forme, de contenu, de fonctionnalité. C'est pratiquement pas les mêmes produits. Les premiers iPhones que j'ai utilisés, quand Apple l'a lancé, moi, je l'ai acheté le premier jour quand c'était distribué au Japon. Quand je compare avec celui d'aujourd'hui, le prix a été multiplié par 4. Les fonctionnalités ont été multipliées, je ne peux même pas comparer. Donc, en vendant les mêmes produits, parce que ce n'est pas un produit naturel, ce n'est pas une banane, l'entreprise peut décider d'ajouter des fonctionnalités, d'ajouter beaucoup de valeur, ce qui voudrait dire que la valeur monétaire aussi va augmenter, donc le prix va augmenter. Cette entreprise américaine va faire plus d'argent. En un rien du temps, cette entreprise qui a été créée après que je sois né, ce qui voudrait dire que cette entreprise-là, au début, n'était même pas aussi grande que la Gécamine qui existait avant ma naissance. Cette petite entreprise Apple, créée après ma naissance, après 5 ans, Apple valait plus que la Gécamine. Après quelques années, Apple valait plus que le PIB de la RDC. Parce que ce n'est pas un produit naturel, c'est un produit résultant
de la créativité humaine. L'homme peut décider à chaque moment d'ajouter de la valeur sur ces produits-là. Alors, imaginons que les États-Unis étaient comme la RDC. Supposons, la RDC n'a que le cuivre, produit provenant de la nature. Et une grande compagnie comme la Gécamine. Et imaginons que les États-Unis, jusqu'aux années 70, n'avaient aucune entreprise. Et brusquement, grâce à la créativité, plutôt que à la dotation naturelle des ressources, grâce à la créativité, les gens ont décidé de créer un produit, un ordinateur ou un téléphone portable. Chaque année, parce qu'ils ajoutent la valeur, le gouvernement américain va avoir beaucoup de taxes à partir de cette entreprise-là, parce qu'ils vendent plus, ils créent de la valeur. Mais nous, parce qu'on a notre Gécamine, bien que plus grande dans les années 70 par rapport à Apple, mais parce que ce cuivre-là provient de la nature et que nous ne les transformons même pas, nous revendons les cuivres sans valeur ajoutée significative. Qu'est-ce qui arrive? C'est que notre État peut avoir comme revenu fiscal va être limité. Même si au départ, les revenus fiscaux de la Gécamine étant grands que Apple, qui commence avec 2 jeunes gens qui s'amusent, très rapidement, ou chaque année, parce que cette entreprise ne cesse de croître de manière exponentielle, le gouvernement américain rapidement va être plus capable de générer, de mobiliser des ressources fiscales, de les investir dans d'autres domaines, notamment en éducation, pour rendre ces citoyens de plus en plus créatifs, afin de continuer toujours à ajouter de la valeur ajoutée aux produits manufacturés dont ils ont. Mais parce que nous avons une grande affaire, une grosse boîte, dont l'activité dépend du cuivre, un produit de la nature, la capacité que la Gécamine peut avoir pour ajouter de la valeur à ces produits provenant de la nature est limitée. Surtout lorsque l'extraction du cuivre est du type que nous avions expliqué la fois passée, capital intensif, c'est-à-dire pour extraire du cuivre, il faut des investissements massifs dans des équipements lourds que le Congo ne produit pas, que nous devons importer. Donc, nous importons l'équipement, ce qui voudrait aussi dire que nous importons de la technologie, du savoir-faire. Et parce que les recettes fiscales sont faibles, très souvent dans les pays dominés par ce type d'économie de rente, le système éducatif est peu développé. Et très souvent, le système éducatif n'est même pas adapté. C'est-à-dire, vous avez des pays qui ont du pétrole, du cuivre, du diamant, de l'or, mais vous voyez dans les universités, 80% de ceux ou celles qui sont formés, ils sont formés en philosophie, en histoire, en théologie, en économie, en droit. Ce sont des compétences nécessaires, mais ce ne sont pas des compétences qui vont vous fournir en quantité, en compétences suffisantes, les gens qui peuvent se mobiliser pour créer des technologies innovées afin de transformer ces cuivres, ces pétroles, ces diamants en produits qui peuvent être utilisables par des citoyens dans le pays. Et donc, au fil du temps, un cercle vicieux s'installe. Donc, vous importez la technologie étrangère pour extraire ces ressources sur lesquelles votre économie dépend, et vous importez aussi les capitaux. Donc, vous vous endettez à l'extérieur, vous achetez les équipements ou la technologie extérieure, et très souvent aussi, vous importez la main-d'œuvre des techniciens, ne fût-ce que pour la maintenance de ces équipements que vous ne produisez pas. Donc, vous manquez aussi de compétences
pour le maintien, pour l'entretien de ces équipements. Et puis, vous invitez des ingénieurs étrangers qui viennent, et très souvent aussi, les compétences managériales vont arriver à poser des problèmes. Pendant plusieurs années, nous avons vu que la GECAMIN a, de temps en temps, été dirigée par des PDG européens, canadiens, ainsi de suite. Donc, vous vous retrouvez avec tout ça qui fait que, au bout du compte, même si vous exportez beaucoup de cuivre, mais en réalité, ce cuivre-là ne vous appartient pas. Parce que combien va vous revenir? Peut-être 5%, tout simplement. Parce qu'après avoir exporté le cuivre, vous devez rembourser la dette, vous devez rembourser, vous devez payer les équipements pour l'année prochaine, et donc vous devez dépenser tout l'argent à l'extérieur. Et ce qui reste au pays, si la gouvernance du pays n'est pas transparente, qu'est-ce qui arrive? Les maigres ressources qui restent n'est pas suffisant pour alimenter la classe politique ou les élites. Donc, parce que ce n'est pas suffisant, ils vont se partager. Logiquement, ces maigres ressources-là vont rester concentrées aux mains de quelques-uns. Donc, ils n'ont pas assez pour redistribuer. Même si ça entre dans les caisses de l'État, ils vont toujours s'arranger pour se les partager en toute impunité. Donc, la gouvernance, la transparence va devenir un problème. Et tant que la transparence devient un problème, les gens ne veulent pas quitter le pouvoir parce qu'ils ont peur des répercussions. Ils ne veulent pas rendre des comptes. Donc, la démocratie va aussi en pâtir. Et donc, la conséquence de l'économie des rentes est qu'il y a très peu de pays très riches en ressources naturelles et dont les économies sont axées là-dessus qui ont pu se développer. Parce que très souvent, ils ont toujours les mauvaises institutions. Il y a des raisons, donc ce mécanisme explique cela. Et très souvent, ces institutions-là n'ont pas besoin de gens compétents. Ils n'ont pas besoin de compétences parce que si l'objectif réel d'un régime est de gérer les ressources des rentes, vous n'avez même pas besoin de savoir comment gérer. Parce que les ressources des rentes, comme je viens de les décrire, dépendent tout simplement de quelques entreprises connectées à l'extérieur, au marché extérieur, et capables de recevoir de temps en temps des machines, des investissements dans les mines, dont le commerce, toute la filière internationale est gérée par l'extérieur. Les prix de ces matières premières-là, comme nous le savons, n'est même pas fixé par nos gouvernements ou nos entreprises. Ce qui voudrait dire que nos dirigeants ou le rôle qu'ils ont dans ce type d'économie est tout simplement de recevoir de l'argent et puis de décider de comment ils veulent l'utiliser. Et donc, vous n'avez la compétence, n'a même pas de raison d'être. Même si vous amenez quelqu'un qui a la compétence, vous lui donnez une responsabilité, ça ne sert à rien. Après 3 mois, il se comporte comme tous les autres parce que les règles ou le mode de gestion des institutions calquées sur l'économie des rentes n'exige aucune compétence si ce n'est la compétence de savoir un peu comment maquiller les chiffres. C'est un peu la situation dans laquelle un certain nombre de pays, notamment le nôtre, se retrouvent. Donc, assez souvent, l'homme ordinaire au Congo se plaint en disant, mais les gens bradés de diplômes, quand on leur donne des responsabilités, on ne sent pas la différence avec les autres. C'est comme si vous êtes un joueur professionnel en Europe, on vous amène dans les villages de vos parents, faire le foot sur un terrain qui n'est pas délimité, où tous les enfants sont à pieds nus avec les ballons en papier. Mais
Un observateur qui vient vous voir, il ne saura pas différencier les professionnels des jeunes gens du village. Et puis, si vous serez obligé même d'enlever les chaussures, vous serez obligé de jouer pieds nus comme les autres, parce qu'autrement, après 5 minutes, tout le monde va se plaindre, vous risquerez de blesser les autres. Donc, vous finissez comme tout le monde, parce que la règle, le nivellement vers le bas est la règle du système dans une économie de rente. Et donc, pour briser un peu, maintenant, la question que nous voulons bien discuter aujourd'hui, c'est maintenant comment briser un peu ce système. Comme on l'a dit la fois passée, nous avons hérité de ce système de la colonisation. Mais ce n'est pas une excuse, parce qu'après la colonisation, il y a eu quelques pays qui s'en sont sortis de ce système. Et donc, comme je viens de le décrire, la première manière de sortir, c'est avoir les hommes qui ont la volonté, la vision et qui ont le sens de l'effort pour sortir les pays de ce système. Le développement d'un pays, s'il faut le résumer en un seul mot ou concept, le développement d'une économie, le développement d'un pays, d'une société, dépend que des hommes. C'est le facteur le plus important, c'est le facteur déterminant. Il n'y a pas un autre. C'est l'homme qui décide, c'est le comportement de l'homme qui influence le parcours de la société, le parcours de l'économie. C'est l'homme. Donc, la première chose, c'est il faut avoir des gens, je ne dirais pas des meilleurs, dans une société comme la nôtre qui est à dessein. Pendant l'époque coloniale, c'était une politique faite à dessein de ne pas éduquer les autochtones, mais après notre indépendance, à ce jour, quand vous observez, malgré que l'éducation a quelque peu progressé, mais quand vous observez, par exemple, tous ceux qui ont géré notre pays à la tête, vous vous rendez compte, il n'y a aucun qui a eu ne fût-ce qu'un diplôme d'État à ce jour. C'est déjà une indication que, à dessein d'une manière ou d'une autre, cet agenda-là, initié pendant la colonisation, en termes de notre capacité de leadership, cette vision-là macabre est encore en place. Parce qu'on peut dire tout ce qu'on veut. Pour développer un pays, il faut que les gens qui sont surtout les chauffeurs qui est devant, qui est à la manette, doivent avoir la capacité, ne fût-ce que de comprendre où on va. En plus d'indiquer le chemin, il doit avoir la capacité de comprendre. Il ne doit pas être expert dans tous les domaines. Nous tous, comme on est là, avec la formation que nous avons une certaine logique. Et cette capacité-là est très importante. Malheureusement, dans des postes clés chez nous, souvent, ça manque. Et l'homme, quand je parle de l'importance de l'homme dans cette reconversion, en économie, le rôle de l'homme est d'abord celui de producteur. C'est l'homme qui produit. Donc, vous ne pouvez pas aujourd'hui investir dans un autre domaine sans avoir les capacités, sans avoir les hommes qui ont les connaissances et qui ont l'ouverture d'esprit pour s'adapter vers ces nouvelles industries. Le feu président Mobutu était déterminé à assurer la reconversion de l'économie. Il a fait des discours, il a engagé les pays de dette, il a investi dans la ligne Ingashaba pour générer beaucoup de revenus de production minière du Katanga afin de financer, entre autres, la chirurgie de Maluku et d'autres projets qu'il avait.
La volonté, à ce jour en tout cas, personnellement, après avoir parcouru un certain nombre de documents techniques de ce que Mobutu envisageait, je n'ai jamais eu de doute quant à la volonté qu'il avait au départ. Mais avoir la bonne volonté seule, sans avoir toutes les capacités réunies au niveau du pays, ça ne vous amène que peut-être 2-3 pas et vous allez tous vous écrouler, vous retrouver dans des problèmes et les engagements, les dettes, les emprunts contractés, vous allez vous retrouver dans l'impossible de payer ces dettes-là et puis vous allez maintenant prendre toutes les dépenses de l'État et commencer à repayer les dettes, vous retrouvez dans des problèmes et avoir toutes les critiques que vous êtes mauvais gestionnaire. C'est ce qui est arrivé. Il a tout fait, mais l'erreur qu'il avait commis plus tôt, on n'avait pas ce que nous appelons en économie l'accumulation du capital humain. Nous n'avions pas de compétences nécessaires en quantité et qualité suffisante. Nous tous ici, quelle que soit notre bonne volonté, si nous avons un gros camion embourbé quelque part, si nous sommes qu'à 2, quelle que soit notre volonté, nous ne pouvons pas pousser un grand camion embourbé dans la boue à 2. Il faut atteindre une masse critique. Chacun d'entre nous, si nous avons besoin de 20 personnes, nous pouvons faire bouger ces gros camions. Mais maintenant, il y a aussi des conditions. Même si nous savons que 20 personnes peuvent faire bouger les camions, il faut que ces 20 personnes-là soient en capacité. C'est-à-dire, si les 20 personnes n'ont pas mangé pendant 5 jours, même s'ils sont en nombre apparemment suffisant, ils n'ont pas la capacité cumulée nécessaire pour faire bouger les véhicules. Donc, il faut avoir les hommes en compétences, donc qualité nécessaire, et puis il faut les avoir aussi en nombre nécessaire. Nous ne les avions pas. Et souvent, parce que sortir de l'économie de rente, comme je venais de décrire, voudrait dire quitter cette économie qui dépend des produits que Dieu nous a donnés. Donc, les produits que, même si tous les Congolais disparaissaient aujourd'hui, et que les petits-enfants nés dans la diaspora venaient là-bas, imaginons les plus âgés à 5 ans. Donc, il peut quand même dire bonjour. Il peut peut-être, 6 ans, il peut prendre un bic, signer un document. On les amène. Ce petit enfant-là de 6 ans, il peut signer le contrat comme notre gouvernement le fait maintenant. On va lui donner le bic, on dit, signe, nous sommes des Chinois, on va extraire de cobalt, on va vous donner autant pour que vous mangez. Cet enfant-là peut signer ce contrat-là, ça sera toujours valable. Et donc, les ressources naturelles que nous avons peuvent être vendues, peuvent être produits, extraits, avec ou sans nous. Comme je l'ai dit la fois passée, si vous détruisez tous les Japon, vous n'allez pas avoir les voitures japonaises. Vous détruisez tous les Japonais, vous venez au Japon, vous n'allez pas même vous amener tous les Congolais au Japon. Les usines qu'il y a ici, ça va moisir et puis on va juste vendre les métaux. Parce que c'est leur créativité qui fait ces produits-là. Même si on va se débrouiller, faire tourner la machine, les produits qu'on va en sortir seront différents. Parce que ce n'était pas eux. Mais sans nous ou avec nous, les fruits vers le sous-sol, les Chinois vont les prendre comme ils les prennent maintenant. Avec les Nigériens, on sent les Nigériens, n'importe qui va venir avec la machine, il va prendre le pétrole là comme ça existe maintenant. Donc, sortir de l'économie du rente veut dire donner aux hommes la capacité d'apporter de leur créativité aux produits, aux ressources naturelles, aux matières premières, pour maintenant combiner leur créativité et générer
juste utiliser, permettez-moi l'expression, générer matière secondaire. J'ai fait un peu un contraste avec matière première, matière secondaire. Donc, il faut commencer par doter l'homme congolais des moyens, des capacités, des incitations, l'encourager à apprendre, l'encourager à entreprendre. On peut avoir des connaissances, mais pour créer quelque chose, il faut créer une entreprise qui va utiliser des équipements combinés avec des connaissances, engager d'autres pour qu'ensemble, on puisse transformer le produit de la nature. Et donc, première étape incontournable dans cet effort-là, comme vous pouvez l'imaginer, c'est le système éducatif. L'homme, il est aussi le produit de la nature. Donc, l'homme, il est aussi comme ce cuivre-là brut que vous exportez. Donc, si vous ne formez pas les hommes que vous allez avoir vont être exactement comme les autres produits de la nature parce que l'homme est un produit de la nature. L'éducation est un processus social. Ce n'est pas naturel. Donc, l'éducation, c'est un peu comme la transformation aussi. Donc, vous prenez des sociétés qui prennent le produit de la nature de cuivre, ils les transforment, ils créent téléphone portable. Et l'homme est transformé aussi par l'éducation, qui lui ajoute les connaissances, qui lui ajoute la valeur, de telle sorte que quand il sort du système éducatif, il peut être payé, il peut être acheté plus cher, il peut produire. Donc, il amène ses connaissances à la disposition de la société pour que ça puisse améliorer la société. Donc, il faut investir dans l'éducation. Parce que sans investir dans l'éducation, la capacité que vous et moi, nous avons à contribuer dans la société va être limitée. Et donc, là aussi, il faut qu'on trouve un moyen pour arrêter la dépréciation du système éducatif que nous continuons à connaître au Congo. Le vrai problème, il est là-bas. Donc, à tous les niveaux, on a répandu une certaine culture de Chancellor Kopamba. Et donc, les gens, on a créé une fausse image de l'éducation qui consiste à valoriser les titres, les diplômes, plutôt que le contenu. La performance devient rien du tout. Les gens font des courses à diplôme et des universités, même des professeurs d'université sont contents de créer des diplômes, de délivrer des diplômes à des politiciens, à n'importe qui, comme si c'est les diplômes qui comptent. Et donc, le contenu importe très peu, et puis on ne fait même plus cas du contenu, de la capacité réelle de connaissance, de la conscience que les diplômés doivent avoir vis-à-vis de la société. Donc, ça devient plus nécessaire. Donc, il faut commencer par revaloriser l'éducation. Je veux peut-être, avant d'aller au deuxième point de solution, donner un exemple. Il y a un Sud-Africain, Canadien-Américain, Elon Musk, le propriétaire de cette entreprise spatiale SpaceX, et puis le propriétaire de Tesla, voiture Tesla. Ce monsieur, il est pratiquement, il est moins jeune que moi, mais on n'est pas si différent en âge. Ce monsieur est né en Afrique du Sud, est allé au Canada, disons en Amérique du Nord, avec sa mère, après le divorce de ses parents. Donc, au moment où il finit l'université, en fait, j'ai lu un peu plus sur sa biographie. Quand je compare la vie qu'il a menée au Canada
avec une maman seule qui se battait, s'occupait des enfants, dans une maison où il n'y avait même pas de lit, dont les enfants dormaient juste comme ça sur les tapis. À ce moment-là, je pense que j'avais une vie meilleure que lui. Mais aujourd'hui, imaginez-vous, il est l'homme le plus riche du monde. Comment il est devenu? Il n'est pas fils d'un politicien. Son papa n'était pas un opposant à Mobutu. Son papa n'était pas un premier ministre en Afrique du Sud ou quoi que ce soit. Non. Il est devenu l'homme le plus riche du monde en allant à l'école, en y mettant beaucoup de sérieux, en décidant d'entreprendre, en devenant très créatif dans un environnement où les présidents Bush ou les enfants Bush n'ont jamais cherché à les contrecarrer. Même au moment où c'était devenu clair qu'il devenait milliardaire, aucun des dirigeants n'a cherché à l'arrêter, à déranger son entreprise. Il y a même une interview du président Trump qui insistait que nous devons le protéger par tous les moyens parce qu'il est en train d'aider notre pays, on doit le protéger. Et Trump refusait à tout moment, même quand il critiquait Trump. Tous ici, nous savons comment Trump n'accepte jamais de critiques. Et Elon Musk est les rares personnalités que Trump, à plusieurs reprises, a refusé catégoriquement de critiquer. Parce qu'il est entrepreneur et c'est quelqu'un qui est né en Afrique du Sud, donc il n'est même pas né aux États-Unis. Donc, ça m'amène au deuxième point. Le gouvernement doit être transparent. Le gouvernement doit être à l'avant-garde du soutien à toutes celles, à tous ceux qui s'engagent pour reconvertir l'économie. Les gens qui prennent les risques, qui commencent même les petits business comme ça, les mamans qui vendent à côté de la rue, il faut qu'on les encourage plutôt que les harceler avec des taxes, de ceci, cela. Il faut leur donner des incitations pour que leurs entreprises grandissent. Dans tous les pays responsables, le gouvernement engage les entrepreneurs de deux manières. La perception des taxes est la seconde façon que l'État interagisse avec les entrepreneurs. La première mission de l'État, c'est d'abord offrir des incitations, c'est-à-dire différents encouragements qui va faire que quelqu'un qui commence un petit ligablo devant la maison, il se sent motivé de faire un peu plus d'efforts parce que le gouvernement donne certains avantages. S'il réussit, le gouvernement va lui donner un peu plus d'avantages. Et donc, il est encouragé à faire plus. Alors, quand il commence à réussir, le gouvernement l'encourage plus et puis essaye petit à petit de les taxer. Et le gouvernement les taxe qu'après avoir vérifié que en taxant cet individu, je ne freine pas son business. C'est comme ça dans beaucoup de pays, quand vous enregistrez des pertes, le gouvernement ne vous taxe pas, même parfois, il vous rembourse la perte. C'est comme ça, vous voyez par exemple que Donald Trump, pendant des années, on l'a critiqué, il ne payait pas de taxes. Pourquoi? Il faisait beaucoup d'investissements et puis présentait ses comptes en montrant au gouvernement fédéral que j'ai en fait enregistré encore une perte. Et le gouvernement ne les taxait pas. Et l'année après, quand il cherche un emprunt, le gouvernement lui donne même un coup de main. S'arrange avec le gouvernement, se porte garant avec la banque pour dire, s'il ne les rembourse pas,
nous, on va intervenir, ainsi de suite. Donc, vous voyez que les incitations, c'est-à-dire le soutien, l'encouragement du gouvernement est le premier instrument de politique du développement de la créativité, de l'entrepreneuriat que tous les pays ont en place. Mais chez nous, c'est l'inverse. C'est la taxation qui est en place. Et je me rappelle dans les années 80, l'ancien Premier ministre Kengo était devenu célèbre avec l'expression qu'il avait introduite à l'époque. Il parlait du terrorisme fiscal. Donc, ça, c'est la réalité chez nous depuis des années. Un peu partout dans tous les pays qui s'en sont sortis, il faut l'inverse. Des jeunes entrepreneurs qui sortent de l'université, qui ont une idée. Dans beaucoup de pays, le gouvernement les soutient en leur donnant des espaces ou en leur donnant, les accompagnant autour de ce qu'on appelle les centres d'incubation. Donc, ils vont avoir de l'espace, ils vont avoir des avocats d'affaires qui viennent les visiter, des experts comptables qui les visitent, des ingénieurs qui viennent les conseiller par rapport à leurs idées. Et donc, dans cet espace-là, ils ont le bureau, ils ont tous ces soutiens qui viennent, c'est l'État qui organise, souvent 6 mois, 9 mois, une année. Ils ont le bureau, ils ne payent pas l'électricité, ils ne payent pas l'eau, ils ne payent pas. Donc, ils ont tous ces avantages-là pour qu'ils puissent fructifier leurs idées. Et c'est le gouvernement qui est derrière. Et donc, les avocats les aident pour leur dire, bon, ce type d'investissement, voilà ce que dit la loi. Voilà comment vous devez faire pour avoir tous les documents, commencer votre entreprise. Et tous ces avocats-là, c'est le gouvernement qui les paye, qui les met à la disposition de ces jeunes entrepreneurs. Et donc, leurs idées est accompagnées par le pouvoir public. Et donc, dans cette sélection, ce qui compte, c'est la pertinence de votre idée. Ce n'est pas que vous soyez le fils du ministre, que vous soyez la nièce de ceci. Comme je l'ai dit tantôt avec Elon Musk, si les États-Unis, si Elon Musk était en RDC, il n'allait jamais commencer son idée, n'étant pas le fils de, et qui allait avoir, s'il y a des subventions de l'État, ça aurait été les enfants d'eux. Entre eux, parce que quand vous voyez dans les ministères, maintenant, tous les conseillers deviennent les membres de famille. Et s'il y a des avantages, les bénéficiaires vont être toujours ceux liés au sang. Donc, nos institutions, elles sont comme ça. Elles sont comme cela. Or, si les systèmes, les institutions ne sont pas transparents, l'économie, la chance n'est pas donnée à tout le monde, très souvent, ceux qui sont déjà proches du pouvoir, ils n'amènent pas les idées, ils n'ont aucun intérêt de créer une entreprise qui va éloigner les centres de gravité de la richesse là où eux ils sont. Parce qu'ils veulent contrôler et le pouvoir et l'économie, ils vont éviter qu'un Elon Musk vienne créer Tesla et devenir plus riche qu'eux. Dans un système où les ressources sont monopolisées par un petit groupe, ils évitent la compétition en n'ouvrant pas le système à quelqu'un qui va venir bousculer ces sortes de monopoles d'accaparement de richesses. Donc, n'importe quel homme d'affaires qui peut venir avec très bonne idée, généralement, il ne peut pas émerger. Comme conséquence, nous le connaissons au Congo, les hommes d'affaires qui prospèrent au Congo sont des étrangers. Parce que quel que soit quoi, ils ne bousculent pas le monopole que l'élite politique a sur l'économie des rentes. Donc, c'est un peu, le système, il est comme cela. Et c'est à dessein. La reconversion de l'économie dans un tel contexte est hautement une question hautement politique. La question est hautement politique
Et les gouvernements qui sont en place, ils n'ont aucun intérêt de diversifier l'économie. Ils peuvent tenir des discours, mais ils ne peuvent jamais aller au bout de la logique parce qu'ils ne veulent pas avoir un Elon Musk. Si vous diversifiez l'économie congolaise, les entrepreneurs vont devenir rapidement plus riches que les hommes politiques. Politiquement, les institutions congolaises ne sont pas prêtes pour accepter cela. Donc, la reconversion dont on en parle souvent, c'est des types de reconversion qui ne changent pas la nature de l'économie des rangs. C'est-à-dire, de temps en temps, vous avez des investisseurs étrangers qui viennent, qui investissent dans les domaines connexes. Soit ils investissent, ils viennent essentiellement d'abord dans les mines. Donc, ils viennent en fait renforcer la prédominance des produits naturels. Et quand ils viennent de temps en temps, c'est maintenant parce que quand nous parlons de ces secteurs des ressources naturelles, il y a toujours des services annexes, comme les transports, il faut transporter des matières premières. À côté des centres d'extraction de matières premières, il faut avoir des restaurants, il faut avoir des hôtels, il faut avoir quelques banques, il faut avoir quelques services à côté. Donc, quand il y a des investissements qui viennent, il n'y a pas une diversification qui vient avec ces investissements. C'est plutôt des services annexes qui viennent rassurer, rentabiliser la prédominance un peu de ces secteurs. Très souvent, c'est ça qui se passe. Et donc, deuxième élément à ajouter, c'est que, comme je l'ai dit tantôt, sans investir dans les capacités, mais vous ne pouvez pas diversifier. Ou si vous osez le faire, comme je l'ai dit tantôt avec l'exemple de Mobutu, mais ça va échouer, c'est assez clair. Parce que vous allez vous buter à un problème, soit de compétences suffisantes, ou bien une masse critique, le nombre de compétences suffisantes. Et donc, ça échoue et vous abandonnez tout simplement l'effort. Et donc, le dernier élément que je vais ajouter, c'est que pour un pays qui a des déficits de compétences en matière d'industrie manufacturière, d'industrie permettant la créativité humaine, et qui a un système d'éducation à qualité en dessous de la moyenne du continent. Il y a quand même une alternative, une option alternative. C'est imiter ce qui se fait ailleurs. Mais là aussi, pour imiter, il faut avoir déjà des compétences pour comprendre, pour bien observer, apprendre ou tirer les leçons de ce que font les autres. Mais dans nos pays, on a observé de temps en temps, on voit des jeunes gens, un jeune homme a monté un petit hélicoptère qui vole à Kingasai. Et quand vous observez, vous renseignez, on vous dit, il a juste fini l'école secondaire ou il n'a même pas fini l'école secondaire. Donc, dans toute société, il y a des gens qui ont quand même des talents innés. Il y en a aussi chez nous. Pour ce genre de personnes, il faut des structures sociales d'accompagnement. Ce sont les gens qui peuvent imiter des idées, des technologies, des connaissances d'ailleurs et les appliquer. Il faut les accompagner et il faut sincèrement les accompagner. Et encore une fois, dans un système où les institutions sont fermées, où les institutions sont accaparées par des groupes, une élite nationale, très souvent, même ce type d'idées, même si ça passe à la télé, même si un ministre arrive à les recevoir, généralement c'est sans suite. J'ai eu à voir certaines vidéos, un jeune homme qui a créé, je ne sais pas, un petit robot, ainsi de suite, et puis
Après, le ministre l'a rencontré, des officiels congolais l'ont rencontré. Après, un chargé d'affaires de l'ambassade de France, je crois, est allé voir sa famille et le gouvernement français a offert la bourse au petit et puis on l'a amené en France pour aller étudier. Il n'est jamais revenu. Donc, les autres comprennent que ce sont des talents dont on a besoin. Mais chez nous, quand les ministres les rencontrent, c'est juste pour avoir des photos et puis faire des vidéos. Et après, le ministre n'a aucun intérêt de sincèrement accompagner ces jeunes hommes. Ça ne se fait pas. Vous n'allez pas, il n'y a pas un cas où vous allez entendre que, voilà, des équipements ont été mis à la disposition et puis après, vous voyez que les jeunes hommes, il y a quelque chose maintenant, il y a un suivi. Il n'y a jamais eu ça. Ça ne se fait pas. Or, ces gens-là qui ont la capacité d'unité, ce sont eux qui ont développé la Corée du Sud. Comme je l'ai dit la fois passée, un pays dont le niveau de vie était inférieur à la RDC au moment où j'étais né. Jusque dans les années 70, les niveaux de vie en Corée étaient inférieurs par rapport à la Chine. Ils nous ont dépassés vers fin 70. Et ils sont arrivés là parce qu'il y avait des gens qui bricolaient. Et quand quelqu'un réussissait à fabriquer, à prendre, après la guerre du Corée, des jeunes frères qui ramassaient des moteurs, comme il y avait encore dans les campagnes, des jeeps de l'armée américaine qu'on utilisait pendant la guerre de Corée, bon, des moteurs, des pièces abandonnées. Des jeunes gens très pauvres dans la ville qui n'avaient plus rien, qui n'avaient rien à faire. Il y a eu des jeunes gens assez courageux, bon, parce qu'ils avaient tout perdu, ils étaient extrêmement pauvres, qui ont décidé d'aller ramasser des pièces dans les différents jeeps abandonnés comme ça dans les campagnes. Donc, ils allaient ramasser des pièces et puis les mettaient ensemble pour créer des vélos moteurs et puis transporter les légumes la nuit pour que ça arrive dans la capitale, dans le marché. Très tôt le matin, ça arrive fraîche. Et donc, ces petits services, ils ont bricolé ce genre comment on appelle ça, les petits vélos à moteur, j'ai oublié le nom, ces petits trucs. Et parce qu'ils ont bricolé ça petit à petit, les autorités ont eu vent, ils les ont soutenus. Quand ils ont monté le premier véhicule, c'est l'État qui a commencé à acheter ça pour la poste. Dans beaucoup de pays, ici au Japon, il y a beaucoup d'entreprises dont le premier client était l'État. L'État les a encouragés, a convaincu les banques pour leur donner du crédit. Et parce que les produits n'étaient pas de bonne qualité, et l'État s'est pointé comme le premier client jusqu'à l'heure où nous parlons. Ici au Japon, jusqu'aujourd'hui, il n'y a aucun véhicule de l'État qui ne soit pas fabriqué au Japon. Donc, tu ne verras pas, il n'y a aucun. Donc, leur gouvernement et beaucoup de pays, ceux qui me suivent sur Twitter, sur X, les mois passés, j'étais au Vietnam, j'ai beaucoup parlé de la voiture du Vietnam. La voiture du Vietnam a été l'entreprise qui crée la voiture, qui produit cette voiture, VinFast. Ça a été créé en 2017. Il n'y a même pas 10 ans. Donc, j'avais déjà 32 ans. 32 ans plutôt. Donc, récemment, je connaissais déjà les pays et la voiture a été mise en circulation en 2019. Je l'ai vue avant Covid, je n'étais pas monté. Maintenant, l'année passée, j'ai monté la voiture la première fois, je n'en revenais pas. Juste une année après la dernière version de cette année, quand je l'ai montée, j'ai eu des larmes. Les Vietnam, ils nous ont dépassés, moi ici au Japon, donc moi, toujours enseignant ici. Donc, quand les Vietnam nous ont dépassés, moi, j'allais déjà là-bas travailler avec leur gouvernement quand j'étais macroéconomiste à l'Agence de coopération du Japon.
Donc, de 2010, 2012, j'allais là-bas conseiller leur ministère de l'Industrie pour partager l'expérience du Japon et les politiques d'industrialisation, leur compatibilité par rapport à l'OMC. J'ai fait ça pendant 2 ans. Et la voiture a été créée 7 ans, donc 10 ans après. Et aujourd'hui, je vois la voiture partout. Et quand vous voyez la qualité, et c'est 100% électrique. Et cette voiture occupe maintenant 52% du marché. Et ils exportent déjà dans 22 pays. Ils ont eu des hommes. Et le monsieur qui a créé cette entreprise, il est, au l'heure où nous parlons, l'homme le plus riche du Vietnam. Le gouvernement l'a soutenu, personne ne l'a dérangé. Et ça ne dérange personne parce que maintenant, il fait la fierté du Vietnam. Il est arrivé là parce qu'il a imité la technologie d'un moteur Suzuki qu'il a appris. Il est ingénieur de formation, il a étudié en Ukraine. C'est un étudiant qui a fait l'ingénierie vietnamien qui est allé étudier en Ukraine et qui est rentré chez nous. Donc, et il a commencé comme cuisinier. Son premier business, c'était la cuisine. Donc, il prend les produits, comme chez nous, par exemple, produits typiquement locaux. Et il a transformé ça en produit. Donc, il a séché ça et puis emballé. Et il a commencé à exporter partout dans le monde. Il y a des Vietnamiens. Donc, il suffit que tu mettes de l'eau chaude pour que tout ça redevienne très bien, puis tu manges. Il a commencé là-dedans. Et tout ça, il apprenait des technologies japonaises parce qu'ici, il y a beaucoup de nourriture. Ils font toujours comme ça, ils transforment. Et puis, tu peux juste, ils emballent, ils empâtent, ils mettent dans le sachet et tu mets de l'eau chaude et puis tu as ça fraîche comme si c'était frais et puis. Et donc, tout ça était devenu possible parce qu'il est citoyen et que son idée, le pouvoir savait que c'est pour le bien du pays. Et donc, tous ces types d'avantages-là que vous allez en Corée, en Malaisie, en Chine, tous ces avantages-là sont donnés aux nationaux, pas aux étrangers. Quand tu vas en Chine, les 100 premiers riches chinois, ils sont tous des Chinois. En Chine, ils sont tous des Chinois. Les 100 premiers auxquels ils riches. Quand tu vas en RDC, tu fais la liste, tu vas voir déjà, au niveau 3 déjà, tu vas voir les étrangers. Et quand, non, c'est déjà des étrangers. Les quelques nationaux, c'est quelques politiciens. Ça, c'est la réalité chez nous. C'est complètement l'inverse de ce qui doit être fait. Mais encore une fois, la diversification, cette transition est une question éminemment politique. Et tant que nous avons la classe politique qu'on a, ils vont toujours continuer à chanter, mais ça ne viendra jamais. Ils n'ont aucun intérêt, aucune capacité, aucune vision. Ils n'en ont pas. Les derniers éléments, je m'excuse, j'ai peut-être pris trop de temps, je m'excuse, Edgar. 2 minutes, je vais conclure. Les derniers éléments, c'est la séquence de réformes qu'il faut mettre en place. Je ne suis pas peut-être la personne indiquée pour parler de cet exemple que je vais soutenir, l'exemple de la cuisine. Quand on fait la cuisine, il y a un ordre qu'il faut suivre. Donc, tu ne mets pas, par exemple, la farine dans le marmite, tu mets sur le feu. 2 minutes après, tu viens mettre de l'eau. Si tu veux faire du foufou, tu bouillis d'abord de l'eau. Ensuite, tu vas commencer à mettre la farine et remuer. Et puis, donc, il y a un ordre qu'il faut suivre. Si tu ne suis pas l'ordre, tu dis, bon, peu importe, l'essentiel est que j'ai besoin de la farine et de l'eau. Tu mets la farine avant, tu commences à chauffer. Et tu viens mettre de l'eau après, tu ne vas pas avoir de foufou. En économie, la question des séquences est clé. Chez nous, assez souvent, et ça, c'est notre maladie traditionnelle depuis l'indépendance. On n'a jamais compris l'importance des séquences.
Très souvent, des gouvernements annoncent des programmes. Quand tu lis, tu peux prédire sans être prophète à 100% qu'ils ne le feront pas, ou il n'y aura rien. Ils vont juste voler l'argent parce que c'est mal séquencé. Et donc, ça peut... Non, c'est comme quelqu'un te dit, il va mettre la farine, 5 minutes après, il va mettre de l'eau. Tu n'as pas besoin d'être prophète parce que tu connais comment on prépare le foufou. Tu vas dire aux gens que, bon, on liati. Bon, nous avons côté Moussoussou, bon, on liati. Ce n'est pas question d'être prophète. Donc, chez nous, on mélange les choses et parfois, on annonce des programmes avec des choses qu'on ne peut pas mélanger. Tu ne peux pas, par exemple, mettre, même si sur la table, on peut se mettre à manger, il y a de salade, il y a de poisson, il y a du mfumboa, il y a le matembele, il y a la viande, il y a ça et ça, on peut les avoir sur la table. Mais quand vous mettez tout ça déjà dans la même marmite, donc du mfumboa, du matembele, ngoulou, soso, et vous dites tout simplement que bon, il y a au coup dans la liboumou, donc, tout ça dans la même zone. Il y a un problème aussi. Très souvent, nous avons des programmes, quand tu lis, tu te rends compte que juste les gens ont fait comme ça, ils se disent, bon, ça c'est nécessaire, tout ça on a un programme, on met. Ça c'est nécessaire, mais quand tu observes, tu te dis, mais les deux là, vous ne pouvez pas faire ça au même moment. Vous ne pouvez pas faire ça. Pour la bonne et simple raison que pour aller construire 120 écoles dans la province de Nord-Bangui, ce n'est pas possible parce que vous devez transporter beaucoup de matériaux. Et qu'il n'y a pas de route, il n'y a pas de moyen de transporter ça par voie aérienne. Mais vous voyez, on annonce des projets au moment où, même si on allait construire la route, mais la construction de la route va prendre plus de temps, mais on annonce des projets dont la matérialisation dépend des infrastructures de communication. Donc, vous voyez, je peux m'étendre beaucoup d'exemples, vous voyez des programmes toujours comme ça, et puis les gens ne comprennent pas. Il ne faut pas l'effort pour apprendre. Donc, vous vous rendez compte que l'essence de l'effort n'existe pas. Donc, les gens se réveillent le matin, ils disent on est au gouvernement, ils lisent des choses. Parfois, quand tu regardes, tu te dis, mais ils blaguent ou c'est quoi? Et quand c'est présenté au Parlement, ils ont des applaudissements. Alors, quelqu'un m'a posé la question une fois en disant, mais comment le Fonds monétaire international, le Banque mondiale, moi, je dis, mais pour des raisons diplomatiques. Dans le passé, beaucoup de pays africains ont eu à expulser ces fonctionnaires-là internationaux. Maintenant, ils ont appris des choses. J'ai travaillé à l'Agence de coopération du Japon. Je suis allé dans des missions dans les pays en développement d'Asie et d'Afrique. J'ai vu des choses. Première consigne, c'était fermer la bouche. Il ne faut pas embarrasser, ça risque de devenir des problèmes diplomatiques. On ne dit rien. Face parfois à des choses et notre pays est bien connu par rapport à ce genre de choses. Donc, nous avons besoin d'avoir une administration où les gens sont sérieux et responsables, où les gens ne disent pas n'importe quoi, où des partis politiques officiellement ne viennent pas dire nous allons réaliser 25% de taux de croissance économique par an pendant 5 ans. Mes chers amis, 25% de taux de croissance, ça n'existe pas. La Chine, qui est le plus performant, chaque année, le plus qu'ils ont fait, c'est 11%. Faire 25% de croissance économique comme Cash avait annoncé officiellement dans leur programme. C'est comme dire qu'un vélo va rouler à 120 km par heure. C'est comme quelqu'un de sérieux vient vous dire, écoute, nous, on va aller de Kinshasa à Lubumbashi par vélo. Et nous, on va arriver à 3 jours parce qu'on a décidé de rouler avec notre vélo à 120 km par heure. Donc, il vous dit avec cravate et tout au sérieux. Je ne sais pas comment. Donc, nous, on a eu, donc il n'y a même pas 5 ans, le programme de Cash. Sérieusement, le plus sérieusement du monde,
ils affichent l'ambition de réaliser 25% de taux de croissance économique. Sans savoir que, comme les Chinois disent, ça l'a raté, et ça l'a raté. Quand vous êtes dans un pays où des responsables politiques peuvent dire juste des choses qui n'ont pas de sens, ça signifie qu'ils ne vont pas se gêner d'afficher des ambitions, des programmes qui n'ont pas de sens, ça ne les gêne pas, et puis ça ne dérange personne. Donc, on doit être rigoureux face à nos dirigeants, face à nous-mêmes, si jamais nous avons une quelconque responsabilité dans ces pays. Voilà, donc je m'excuse d'avoir pris toute une heure, mais c'était nécessaire que je puisse finir un peu ce qui était de mon côté pour alimenter ce débat. Merci. Merci, professeur Massoana. En tout cas, un speech très éloquent et très captivant. Pour résumer un peu, comment passer d'une économie de rente à une économie diversifiée. Ce que je retiens, c'est qu'il faut un système éducatif qui doit être amélioré pour qu'on puisse atteindre une masse critique de personnes capables de faire avancer les choses. Et aussi, il faut un gouvernement transparent qui puisse soutenir l'initiative privée. Et bien entendu, il y a la question du séquencement des différentes réformes à mener. Alors, sans plus tarder, je vais passer aux questions du public. Il y en a quelques-unes, professeur. La toute première est la suivante. Un des éléments clés pour une économie émergente est un système éducatif de qualité. Comment faire pour développer rapidement celui-ci en RDC alors que nous avons près de 50 millions de jeunes à éduquer? Faut-il miser sur une éducation de masse ou miser sur un système élitiste avec des écoles d'excellence et des écoles d'ingénieurs fortement sélectifs? Et la question sous-jacente, quel quel modèle éducatif pour bénéficier rapidement d'une main-d'œuvre créative au service de l'économie d'émergence? Donc ça, c'était la première question en deux points. La première question. La seconde est la suivante. Faut-il songer à améliorer le système de gouvernance en place en RDC actuellement avec le régime et le système économique en place, ou faut-il remplacer carrément par un système de gouvernance qui serait novateur? Et si c'est le cas, comment procéder à ce type de système de gouvernance? Donc, je veux m'arrêter pour le moment. Si vous pouvez vous étendre dessus, ça serait bien. OK, merci beaucoup pour ces questions. Pour développer rapidement un système éducatif qui peut répondre un peu aux attentes d'une transition vers une économie diversifiée, dans un premier temps, on n'a pas de choix, il faut développer, il faut miser, disons, sur un type de système comme ceux qui existent un peu partout dans le monde, c'est-à-dire une éducation de masse, mais aussi à côté d'une éducation qui doit être articulée autour des centres d'excellence. Parce que si on a besoin de rapidement relancer le système, comme je l'ai dit tantôt, même dans notre société, il y a encore des gens qui ont des talents innés que le système, que les institutions, que la société peut rapidement bénéficier. Et ces gens-là, parce que l'éducation a un coût, pour un pays comme le nôtre, à l'état où nous nous trouvons aujourd'hui, on ne peut pas espérer investir massivement dans l'éducation parce qu'on n'a pas de moyens. Donc, il faut commencer avec un système, je n'appellerai pas ça un système élitiste, un système éducatif élitiste, mais je préfère utiliser le terme d'éducation basé sur des centres d'excellence. Parce que je fais la différence entre l'éducation élitiste et l'éducation élitiste.
voudrait dire tout simplement que la classe, l'élite actuelle, va avoir de l'influence, c'est-à-dire les enfants de certaines personnalités vont avoir l'avantage d'accéder à ce système. Mais je préfère le système d'excellence parce que, bon, pour une raison, c'est ce que j'ai appris de ce que le Japon avait fait. Ils avaient misé sur les systèmes d'excellence, c'est-à-dire, quel que soit votre background, quelle que soit la famille dont vous venez, si vous passez l'examen d'entrée, ce qu'ils avaient appelé au 19e siècle des écoles impériales. Donc, il y avait des écoles secondaires et des universités. Bon, les universités, il y en avait 5. Des universités impériales. Donc, n'importe qui, que vous soyez fils de riche ou pauvre, l'examen d'entrée était imposé par ces écoles-là d'excellence. Et donc, ceux qui passaient l'examen d'entrée, et quand ils sortaient de là, c'est les gens qui ont réformé le Japon par la suite. Et donc, ce sont ces gens-là qui devenaient enseignants dans ces écoles-là, les gens qui allaient dans l'administration, les entreprises, ainsi de suite, donc qui ont de plus en plus amélioré le système. Donc, ce n'était pas des enfants des shoguns, les enfants des samouraïs, de ceci, et beaucoup même les empereurs actuels, ils n'ont jamais réussi même à entrer à l'université de Tokyo, même les enfants d'empereurs, même dans les 100 dernières années, aucun n'est entré, ou même les universités où nous, on a étudié, même les princes actuels, ils n'ont même pas étudié là où moi j'ai pu étudier ici au Japon. Donc, ils sont restés consistants avec ce système-là, et donc, ça fait que, parce que le système est comme ça, même si tu es puissant, tu as des moyens, si tes enfants ne fournissent pas assez d'efforts pour aller là-bas, ils ne vont pas aller là-bas. Ils peuvent hériter de l'entreprise familiale, mais ils ne vont jamais passer par ces écoles-là. Le système ici, il est comme ça. Aux États-Unis, les grandes écoles sont privées. Donc, la famille Bush, il peut faire un don à Harvard, envoyer un Bush là-bas. Au Japon, ce n'est pas possible. Ça fait que tous les Toyota qui sont ici avec leurs entreprises, ils n'ont même pas étudié là où moi j'ai étudié comme 3e, 4e université du Japon. Ils ont étudié des universités qui sont des niveaux beaucoup plus bas. Donc, moi, je préfère un peu un système comme ça, qu'on cible quelques écoles érigées en centre d'excellence. Pendant 3 à 5 ans, on met un peu plus de moyens là-bas par rapport aux autres. Et la compétition, la possibilité, l'opportunité d'entrer doit être la plus objective, la plus ouverte que possible. Et on observe très bien le sérieux des enseignants et on s'assure que les moyens qui sont mis dans ces quelques écoles clés et la formation qui est dispensée, l'objectivité, la rigueur, n'a pas de compromis ou de compromission pour qu'on puisse petit à petit arriver à voir des gens en qui on peut faire confiance, qu'ils ont à la fois la science et la conscience. Et petit à petit, cet effort-là va être répandu à plus d'écoles au niveau de l'éducation de masse. C'est un peu l'idée que je peux partager par rapport à la première question. Deuxième, par rapport à s'il faut tout faire pour changer complètement les systèmes, mettre en place un système novateur. Je pense que c'est la seule solution parce que notre pays est passé par des coups d'État, par des élections ou des simulacres d'élections, donc on a tout essayé par des rébellions. Donc, nous, en Afrique, nous sommes un des rares pays qui a expérimenté un peu de tout dans le but de chercher à faire avancer la société. Élection démocratique en 60, on est passé par là. Les Lumumba sont parvenus, on a eu des gouvernements, ça n'a pas marché. Coup d'État, on a essayé. Rébellion, on a essayé. Coup d'État, rébellion, on a essayé.
les résultats, nous savons là où nous sommes. Donc, si changer le système avec ces simulacres d'élection que nous avons, reste une option. Mais l'autre option, c'est qu'à un certain moment, les peuples doivent voir dans quelle mesure ils peuvent aussi prendre les choses en main si les élections ne nous permettent même pas de changer le système. Donc, je suis d'accord avec la deuxième option, disons la proposition de la question, quand tu as tout faire, se battre pour mettre en place un système des institutions novatrices qui peuvent ouvrir les systèmes, notamment les systèmes économiques, pour que des entrepreneurs locaux puissent émerger et puis être encouragés afin que nous puissions un jour savoir que l'homme le plus riche du Congo, il a fabriqué tel type de produit. Comme cet homme dont j'ai donné l'exemple au Vietnam, ici au Japon, tous les riches, même les petits-enfants vont vous dire, il a fabriqué quoi? Comment il est? Il n'y a aucun qui soit de politicien. Aucun. Même les quelques-uns dans la famille politique et aussi dans les affaires. Mais tout le monde connaît dans les affaires, ils font quoi? On connaît de A à Z les produits, les noms, c'est quoi, et ils vendent quoi, et tout, on connaît. Aux États-Unis, Elon Musk dont nous parlons, les feux Steve Jobs, les Bill Gates, mais tout le monde sait comment il s'est enrichi, pourquoi il est devenu, tout le monde connaît. Mais dans notre pays, même certains étrangers qui sont... Donc, c'est pas normal. C'est pas normal. Donc, pour changer tout ça, si ces parodies d'élection ne nous le permettent pas, il faudra peut-être essayer encore autre chose. En plus de ce qu'on a déjà essayé, en plus de coups d'État et de rébellions, il faut imaginer autre chose. Merci, professeur. Il y a deux autres questions du professeur Kilele. La première, je soutiens un programme d'infrastructure multimodale qui relie le nord au sud, l'est à l'ouest. En faire une priorité et laisser tomber tous les autres secteurs. Une communication permanente entre les populations peut à elle seule promouvoir la croissance économique. Quel est votre avis par rapport à cette affirmation du professeur Kilele? La seconde question et la dernière pour aujourd'hui. Tous les programmes du gouvernement proposent de faire un peu dans tous les domaines. Est-il possible de privilégier un seul secteur pour le Congo? Moi, j'en ajouterai quelques petits secteurs. Comment associer la population dans un système électif à comprendre les mensonges des politiciens véreux et l'encourager à soutenir des bons candidats pour le pays? Bon, pour le premier, je pense qu'il n'y a pas de discussion là-dessus. Je suis complètement d'accord que, vu la dimension de notre pays, la nature nous impose un seul choix, c'est celui de développer des modes de transport ou d'infrastructures multimodales. Donc, nous n'avons pas de choix. C'est pas question, il n'y a personne, je pense, à moins que je me trompe, dans mon expérience, il n'y a personne qui penserait le contraire de cette affirmation. Tout le monde, Mobutu le disait, tout le monde le disait, mais pour le faire, comme je l'ai dit tantôt, c'est une autre affaire. Tout le monde le dit. La dimension, notre géographie nous l'impose. Il faut nécessairement, on ne peut pas développer, diversifier cette économie-là sans les voies de moyens de transport. L'économie repose sur les voies de transport parce que quand vous produisez pas pour vous-même. Vous produisez pour échanger, pour écouler, pour vendre. Et vendre signifie transporter le produit d'un lieu à un autre. Donc, il n'y a pas de diversification qu'on peut imaginer sans les voies de transport. Autrement, vous produisez sans le marché.
sans avoir accès au marché, et ça ne peut pas fonctionner. Mais maintenant, le problème, c'est quoi? Et là, ça m'amène aussi à votre deuxième question. Les infrastructures de transport sont nécessaires, mais elles ne sont pas suffisantes. Si vous créez, vous connectez les provinces sans améliorer la production, sans diversifier la production, ce qui va arriver, vous atterrissez sur ce que l'erreur aussi que Mobutu avait commis, les fameux éléphants blancs. Parce que les infrastructures sont coûteuses. Lorsque vous dépensez de l'argent dans des projets d'infrastructure, vous devez générer assez de revenus pour rentabiliser ces infrastructures. Dans ces cas-là, je suppose, par exemple, je mets l'hypothèse selon laquelle nous finançons les infrastructures nous-mêmes. Ce qui voudrait dire, nous avons peut-être des dettes par rapport aux banques locales, pas par rapport à l'étranger. Donc, il faut rembourser ces dettes locales. Pour le faire, il faut que les infrastructures génèrent des revenus suffisants. La seule manière pour les infrastructures de générer des revenus suffisants, c'est que ces infrastructures-là permettent de l'activité économique que l'État va taxer pour rembourser les dettes contractées lors de l'investissement de ces infrastructures. Alors, si ces dettes-là sont extérieures, là encore, c'est pire. Nécessairement, il faut que ce soit les cas de Mobutu, la ligne de transmission Ingashaba. Parce que quand il a investi, quand il a contracté ses dettes, il a commencé à négocier en 1968-69, les cours de cuivre étaient très élevés. Il a pris des dettes, il a commencé ligne Ingashaba. Mais quand c'était fini, après 73, le cours du cuivre a dégringolé. Il n'a pas pu avoir l'argent nécessaire pour payer les dettes. Mais la dette extérieure d'Isaïe a ruiné le système Mobutu, a ruiné le Congo. Et cette dette-là nous a affectés jusqu'à ces annulations de 2009-2010. Donc, quand vous développez les infrastructures, il faut nécessairement s'assurer qu'il y a de l'activité économique, donc ces infrastructures-là vont payer leurs propres factures à travers les activités annexes qui vont utiliser ces infrastructures-là. J'ai rencontré un Chinois, une anecdote, j'ai rencontré un Chinois en Zambie en 2009. J'y étais dans la zone franche chinoise, 2011, appelée Lusaka East. Et on mangeait avec lui le soir, on parlait des infrastructures. Alors il me dit simplement, il dit, mais tous les pays africains veulent avoir des routes, des chemins de fer partout. Mais il faut qu'ils comprennent, même chez nous en Chine, il y a beaucoup d'endroits où il n'y a pas de route. Nous ne construisons jamais la route tant qu'on n'est pas sûr à 100% que ça va payer. Si ça ne va pas payer, on ne construit pas. Pourquoi on va construire la route? Pour que 3-4 personnes se déplacent en voiture, 2-3 personnes vendent des légumes. Mais s'il n'y a que ce type d'économie et activité économique, vous n'avez pas besoin de route là-bas. Alors il me dit, moi je suis pas économiste, mais les principes, les critères que nous avons en Chine, même quand on a une route, on observe, on voit qu'il y a beaucoup de bouchons. Maintenant, on s'est dit, il faut agrandir cette route parce que ça fait des bouchons. Mais tant que la route ne fait pas de bouchons, ou bien il y a très peu d'activités économiques ou des gros camions qui utilisent la route, quand ça s'abîme, on met beaucoup de temps pour réparer. On répare la route, il y a beaucoup de fréquentation, il y a des camions, on observe à l'œil nu, on voit qu'il y a l'activité économique qui se passe. Mais s'il y a juste des voitures de famille, on ne dépense même pas beaucoup d'argent pour la maintenance. Alors, il me rappelle, parce que je connais bien l'ouest de la Chine, le nord-ouest, il y a des endroits qui sont plus
pauvre que l'Afrique maintenant en Chine. Le gouvernement néglige là-bas, donc il me dit, il n'y a pas d'opportunité d'affaires, donc on ne va pas gaspiller l'argent. Construire la route pour que 2, 3 voitures circulent. Ils ne font pas. Même là, quand j'étais allé là-bas, même les hôtels, j'étais très surpris, très sale, très difficile de trouver un hôtel un peu décent. Même eux-mêmes, ils n'investissent pas. Donc, les infrastructures sont nécessaires comme un élément qui contribue à l'activité économique dont les remboursements des investissements des infrastructures dépendent. Et donc, si on doit développer les infrastructures multimodales, on doit les faire avec en vue l'idée que ces infrastructures-là vont générer des revenus pour les populations et ces revenus pour les populations vont aussi bénéficier à l'État sous forme de taxes et ces taxes-là vont rembourser ces infrastructures-là. Donc, on peut focaliser, on doit se focaliser sur les infrastructures multimodales, mais on ne peut pas que focaliser sur ces infrastructures-là, autrement, on ne sera pas le pays. Okay. Alors, il y a une question de Jackie, mais avant d'y arriver, la fois passée, vous aviez dit que l'agriculture serait un des secteurs sur lesquels on pourrait investir. Donc, de ce que je comprends, il y aurait les infrastructures, il y aurait l'agriculture. Il y en a peut-être d'autres secteurs qui pourraient faire avancer la RDC ou ces deux secteurs-là dans oui, ce que vous le tourisme, par exemple. Oui, OK. Le tourisme aussi est un secteur du domaine de services dont la RDC regorge beaucoup de potentialités et qui peuvent aussi être développées. Il y a la pêche aussi, parce que tout ce qu'il y avait il y a quelques temps, quelques mois, ces histoires d'impiodi importées en Namibie, ainsi de suite. Mais en RDC, il faut avoir des infrastructures en place et de la logistique pour que rapidement, même Kinshasa ne puisse même plus dépendre du poisson importé. Donc, il y a beaucoup d'endroits où, comme disait un confrère, un de mes anciens profs à l'INIKIN, que 60%, la grande majorité des poissons en RDC, ils meurent vieux, et puis ils se demandent comment on ne les pêche même pas, et puis pourquoi on a peur d'eux, donc le poisson meurt vieux de mort juste naturelle. Merci. Donc, il y a beaucoup de services qu'on peut développer, mais on a besoin d'avoir une vision, d'aller graduellement connecter les endroits où on peut développer ces activités-là, des centres d'écoulement, et puis avoir en place aussi des systèmes de logistique, qui fait partie aussi des exigences dont on a très peu parlé ou qu'on peut aussi inclure dans le cadre des infrastructures. Okay. Merci. Il y a une question de Jacqueline. Vous avez la parole. Oui, merci. Je voudrais d'abord remercier le prof pour l'exposé édifiant, ainsi que l'opportunité qui nous est donnée de débattre sur une question aussi importante que celle justement de l'économie du Congo. Alors, j'aimerais revenir sur la question des compétences, de la main-d'œuvre qualifiée. De nombreux pays ont compris, ont réalisé l'importance, le potentiel que représente leur diaspora, entre autres la Chine et l'Inde, et la Chine que vous avez cité plusieurs fois. Dans cette optique-là, est-ce que vous ne pensez pas que la RDC pourrait se prévaloir du potentiel que représente sa diaspora pour en fait mettre en place des politiques efficaces pour en fait profiter de ces compétences qui sont là, et je pense que beaucoup de Congolais seront prêts à relever le défi
de sortir de la RDC, de faire passer la RDC vers une économie diversifiée. Qu'en pensez-vous? Non, non, je suis parfaitement d'accord avec cette idée. Peut-être je devrais les souligner un peu plus tôt. L'exemple que j'ai donné du fondateur de cette voiture vietnamienne, comme je l'ai souligné tantôt, il a étudié en Ukraine, il a commencé le business, il a vécu un peu à Londres avant de rentrer chez lui. Donc, beaucoup de pays bénéficiaient de l'appui de leur diaspora. Et d'ailleurs, quand Covid a commencé en début 2020, disons quand les frontières ont été fermées, je me trouvais à Manille, aux Philippines. Et donc, j'ai dû évacuer les derniers jours au bord du dernier avion qui quittait les Philippines. J'étais là-bas exactement dans le cadre de comment faire contribuer la diaspora philippine dans l'effort d'industrialisation des Philippines. J'étais invité lors d'un colloque organisé par la présidence, juste sur le sujet parce que j'ai encore deux étudiants, deux doctorants, une des Philippines, l'autre a déjà fini, il y a une qui est encore ici, et un Nigérian qui va finir le mois prochain, deux doctorants qui travaillent sur l'apport, disons, les capitales humaines de la diaspora et leur contribution sur le progrès technologique des pays en développement de l'Asie. Et même les Nigérians travaillent un peu sur la contribution de la diaspora, mais en termes de moyens financiers. Et donc, ce sont des questions sur lesquelles déjà, sur le plan de mes travaux, je travaille dessus. Et je suis complètement convaincu que même au niveau de l'éducation dont on parlait tout à l'heure, l'idée, et certains ici qui sont là, bon, Christian, il est là, il connaît, on a discuté longuement dessus, même au niveau de la relance de l'éducation, au niveau des centres de ces écoles d'excellence, la contribution de la diaspora doit être déterminante, et au niveau déjà de l'entrepreneuriat, on doit nécessairement compter beaucoup sur la diaspora. Mais une fois de plus, le problème avec la diaspora, c'est que il y a deux types de diaspora comme nous le savons. Il y a les aventuriers, entre guillemets, et puis il y a ce que j'appelle la compétence ou la catégorie qui est compétente. Alors, aujourd'hui, nous parlons, il y a une certaine diaspora qui est au pays, ou je dirais même qui est au pouvoir au pays. Il y a une certaine diaspora qui court au pays. Quand Laurent Ziré Kabila est venu avec la rébellion, il était entouré essentiellement de la diaspora aussi. Mais si la diaspora que nous encourageons, que nous amenons au pays, est cette sorte de diaspora que nous voyons courir maintenant au pays, laissez tomber. Ça ne changera rien. Mais si c'est l'autre type de diaspora qui observe, qui est beaucoup plus prudente, qui accumule une expérience réelle, cette diaspora-là, pour rentrer, a besoin d'un leadership crédible. Et tant qu'on n'en a pas, cette diaspora-là ne va pas bouger, et puis ça va créer problème. Parce que la diaspora qui rentre au pays avec la compétence, il faut toujours observer, on les marginalise, parfois on les fait tourner à dérision, et puis finalement, avec le temps, parce que les compétences subissent ce que nous appelons la dépréciation. Quand vous n'utilisez pas un bon escient, quelqu'un qui a une bonne formation, vous l'amenez dans un milieu où les incompétents dictent la loi ou dominent, où ils sont majoritaires. Ce sont eux qui influencent les choses. Dans 5-10 ans, même s'il était excellent, contre sa volonté, il va finir comme tout le monde. C'est comme cela. Donc, tant que le système n'est pas transparent, tant que le système il est régi par les nivellements, par les bas, les bonnes volontés de la diaspora qui veut aider le pays,
le système ne va pas les aider parce que le système n'aide personne, n'encourage personne, ni dans l'entrepreneuriat, ni dans quelque type d'activité. Je terminerai par donner un exemple. J'ai eu un étudiant, deux étudiants. Un étudiant de Pakistan, qui était mon doctorant, qui a fini, et puis une étudiante de l'Indonésie, donc qui ont fini le doctorat même année. Les deux rentrent chez eux. L'étudiant du Pakistan ne voulait pas rentrer. Mais pour certaines raisons, il a fini par rentrer. L'Indonésienne voulait juste rentrer. Donc, elle n'avait jamais imaginé rester ici. Elle est rentrée chez elle. Après, on a eu une conférence aux États-Unis. Tous les deux voulaient participer. L'Indonésienne a envoyé son article qui a été accepté à la conférence. Le gouvernement provincial dans la ville où l'enseigne, le gouvernement provincial trouvait ça comme un honneur pour eux. Ils se disent, mais tu vas présenter le papier, cette association-là, et deuxième grande association des économistes dans le monde, tu vas présenter un article là-bas. C'est l'honneur pour nous. La ville paye ton billet aller-retour et ton séjour. L'autre de Pakistan, le papier était accepté aussi. Même lui-même, il n'a même pas son salaire, le mec de salaire, il ne peut pas payer son billet aller-retour, alors que le papier est accepté. Il fait des démarches même pour avoir soutien en gauche à droite. Tout le monde lui dit que, mais pourquoi tu veux d'abord aller loin aux États-Unis présenter? On organise quelque chose si tu présentes ton papier. Qui d'entre nous, alors, son doyen lui dit, il dit, mais moi je suis doyen ici depuis des années. Personne ne m'a jamais payé les billets pour aller présenter un papier aux États-Unis. Toi, tu es trop ambitieux, il faut laisser tomber. C'est trop loin, ça coûte très cher, laisse. Tu vois les attitudes. Donc, le retour de la diaspora, l'Indonésienne, elle va progresser, elle va commencer à publier, elle va commencer à apprendre beaucoup de choses, à ramener des connaissances un peu partout dans le monde, ramener à contribuer dans le débat économique dans son pays. Les gars du Pakistan, même son doyen lui dit qu'il faut laisser tomber. C'est très loin et ça coûte. Donc, le retour de la diaspora pour que le pays bénéficie dépend de ce que j'ai dit, des incitations, l'environnement, quand ça ne te soutient pas, même avec toute la bonne volonté, tu rentres, les gens vont te dire que non, laissez tomber, tu cherches à faire trop de choses. Nous, ici, on fait juste le minimum. Aux autres, il n'y a pas de problème. On va te dire simplement que, mais aux autres, il n'y a pas de problème. Tika. Ils sont tous à te vendre en habit, ils sont salaire, et puis, voyage ou une conférence, ils ont sauté. Donc, il y a les institutions dont nous parlions tout à l'heure doivent être transparentes. Si Jackie a telle idée, elle va commencer ceci, le gouvernement doit identifier, dire, bon, écoutez, nous, on soutient, c'est bon pour le pays. Même si tu ne connais personne, ceci, cela, c'est tant qu'on n'a pas des institutions, c'est genre. La diaspora qui rentre, certains peuvent réussir, mais d'autres vont finir par être frustrés. Et puis, on n'arrivera pas à avoir la masse critique nécessaire pour que maintenant, les systèmes puissent bouger. Pour que ces camions qui étaient embourbés, maintenant, ça puisse marcher, ça puisse bouger. On risque d'avoir 2-3 volontés qui viennent que il faut mais balai. À ta volonté, ils feront rien. Donc la masse critique, même Jésus, quand il a multiplié le pain et le poisson, il n'a pas demandé un poisson et un pain, il avait demandé 4 ou 5. Parce qu'il savait simplement que non, si je commençais à multiplier un, Antoine comme Belete. Donc il a demandé une masse critique. Donc la masse critique, c'est vraiment important dans le domaine. Merci, professeur Massoana. Avec ce propos, nous allons clore notre webinaire. Je rappelle que vous êtes professeur et économiste à l'université de Ritsumeikan au Japon. Et le thème abordé aujourd'hui, c'était comment assurer la transition d'une économie de rente à une économie
diversifiée et résiliente. Merci en tout cas pour votre présentation qui était excellente et je remercie toutes les personnes qui nous ont suivis sur Facebook et sur Zoom. Prochain webinaire le samedi prochain. Je vous remercie et bonjour ou bonsoir chez vous. Au revoir. Merci.